L'année 474 marque un tournant dans l'histoire de la Gaule romaine. Pendant que l'Empire romain d'Occident agonise dans les méandres de ses crises politiques, une petite ville perchée sur les hauteurs d'Auvergne refuse de plier. Clermont, ou Arverni comme on l'appelait alors, s'accroche désespérément au dernier lambeau de la civilisation romaine. Autour de ses murailles, des dizaines de milliers de guerriers wisigoths resserrent leur étau. Le roi Euric veut cette ville, et il est prêt à l'affamer jusqu'à ce qu'elle tombe. L'Auvergne de 474 n'a plus grand-chose à voir avec la province prospère d'autrefois. Les grandes villas romaines qui parsemaient la campagne ont été abandonnées ou transformées en forteresses de fortune. Les routes qui reliaient jadis Clermont à Lyon et à Bourges sont devenues dangereuses, infestées de bandes de pillards et de déserteurs. Les paysans qui cultivaient autrefois le blé pour nourrir les légions ont fui vers les hauteurs, se réfugiant derrière les murailles des cités fortifiées. La prospérité a cédé la place à la survie. Dans ce chaos, Clermont demeure l'un des derniers bastions de l'autorité romaine au centre de la Gaule. La ville s'accroche à son identité latine avec une fierté presque démente. Ses habitants parlent encore le latin pur de Rome, portent la toge lors des cérémonies officielles, respectent les anciennes lois de l'Empire. Pour eux, se rendre aux Wisigoths équivaudrait à trahir 15 siècles de civilisation. Cette obstination va leur coûter cher. Euric, le roi des Wisigoths, observe cette résistance avec un mélange d'irritation et d'admiration. Depuis qu'il a assassiné son propre frère Théodoric II en 466 pour s'emparer du trône, il a bâti le plus puissant royaume barbare de Gaule. Son armée a balayé toute opposition de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Il contrôle Toulouse, Bordeaux, Narbonne. Il a écrasé les Suèves en Espagne et repoussé les Burgondes sur le Rhône. Partout où ses cavaliers passent, les villes ouvrent leurs portes sans résister. Partout sauf à Clermont. Cette petite cité d'Auvergne lui résiste depuis 471. 3 ans de sièges répétés, 3 ans d'assauts repoussés, 3 ans d'humiliation pour le fier monarque wisigoth. En 474, Euric décide d'en finir. Il ne lancera plus d'assauts coûteux contre les murailles bien défendues de la ville. Il va simplement l'affamer jusqu'à ce qu'elle capitule. À l'intérieur des murailles de Clermont, 2 hommes incarnent la résistance désespérée de la ville. Sidoine Apollinaire et Ecdicius forment un duo improbable mais redoutablement efficace. Le premier est évêque, poète raffiné, aristocrate habitué au salon romain et aux discussions philosophiques. Le second est un guerrier endurci, fils d'un ancien empereur, prêt à tout sacrifier pour défendre sa patrie. Ensemble, ils vont transformer Clermont en symbole de la résistance gallo-romaine. Sidoine Apollinaire n'avait jamais imaginé qu'il finirait ses jours à organiser la défense d'une ville assiégée. Né à Lyon vers 430 dans l'une des plus illustres familles de Gaule, il avait mené la vie dorée d'un aristocrate romain du Bas-Empire. Préfet de Rome en 468, il possédait une statue sur le forum de Trajan. Il écrivait des panégyriques pour les empereurs, composait des poèmes élégants, fréquentait les cercles littéraires les plus prestigieux. Puis en 470, tout a basculé. Nommé évêque de Clermont malgré ses réticences, il s'est retrouvé propulsé au cœur de la tourmente. L'homme qui versifiait jadis sur les plaisirs de la villégiature doit désormais rationner le pain et compter les flèches. Pourtant, Sidoine s'est révélé à la hauteur. Derrière ses manières raffinées se cache une volonté de fer. Il organise les approvisionnements, maintient le moral des habitants, négocie avec les alliés potentiels, écrit des lettres enflammées pour alerter l'empereur sur le sort de l'Auvergne. Quand la nourriture manque, il distribue ses propres réserves. Quand les pauvres ont faim, il vend son mobilier pour acheter du grain. Sa femme Papianilla rachète discrètement ses objets sur le marché pour qu'il puisse les redonner encore. Cette générosité n'est pas de la naïveté, c'est une stratégie de survie. Dans une ville assiégée, rien n'est plus dangereux que la faim qui pousse les gens à se retourner contre leurs dirigeants. Ecdicius représente l'autre face de la résistance, celle des armes. Fils de l'empereur Avitus, qui régna brièvement en 456, il a hérité de la fortune familiale et surtout d'un sens aigu de l'honneur romain. Vers 420, sa famille possède d'immenses domaines en Auvergne, des milliers d'hectares de terres fertiles, des troupeaux innombrables. Cette richesse lui permet de faire ce qu'aucun autre noble gallo-romain n'ose plus, lever une armée privée pour défendre sa patrie. Les exploits d'Ecdicius relèvent presque de la légende. En 471, alors que Clermont subissait déjà son premier siège, il parvient à percer les lignes ennemies avec seulement 18 cavaliers, selon certaines sources, 10 selon d'autres.
Cette poignée d'hommes fonce à travers les milliers de guerriers wisigoths qui encerclent la ville, apportant des vivres et des renforts. L'audace de ce raid galvanise les défenseurs et contraint temporairement Euric à lever le siège. Mais Ecdicius sait que ce n'est qu'un répit. Les Wisigoths reviendront, plus nombreux, plus déterminés. En 474, quand Euric lance son 4e siège, Ecdicius n'a plus l'avantage de la surprise. Les Wisigoths ont appris. Ils ont construit des fortifications autour de la ville, des palissades et des tours de garde qui empêchent toute sortie. Ils ont coupé toutes les routes d'approvisionnement. Cette fois, il ne s'agit plus de prendre Clermont par la force, mais de l'étouffer lentement. Le roi Euric n'est pas qu'un chef de guerre brutal. C'est un stratège qui comprend que la puissance militaire ne suffit pas. Il faut aussi la légitimité politique et l'organisation administrative. Pendant que ses armées assiègent Clermont, il travaille à transformer son royaume barbare en un État organisé qui pourra survivre à sa mort. Il fait rédiger les premières lois écrites des Wisigoths, le code euricien, qui mélange tradition germanique et droit romain. Il nomme des comtes et des ducs, aussi bien parmi les Goths que parmi les Gallo-romains, qui acceptent de le servir. Il maintient l'infrastructure administrative romaine là où elle existe encore, sachant qu'un royaume ne se gouverne pas uniquement par l'épée. Son armée incarne cette fusion entre tradition barbare et efficacité romaine. Les guerriers wisigoths, qui campent autour de Clermont, ne ressemblent en rien aux hordes sauvages décrites par les chroniqueurs romains scandalisés. Ce sont des soldats professionnels, organisés en unités disciplinées, équipés d'armes forgées dans des ateliers permanents. Ils portent des cottes de mailles, des casques de fer, manient des épées longues et des lances. Leurs officiers, souvent des nobles goths éduqués à la romaine, connaissent les techniques de siège développées par les légions. Euric a même recruté des ingénieurs gallo-romains pour construire des machines de guerre, des balistes et des béliers capables de briser les murailles les plus solides. Autour de Clermont, l'armée wisigothique s'installe comme pour un long séjour. Les soldats construisent des baraquements en bois, creusent des latrines, établissent des cuisines de campagne. Des marchands suivent l'armée, vendant du vin, de la viande, des vêtements. Des prostituées installent leurs tentes aux abords du camp. C'est une petite ville mobile qui entoure Clermont, une ville ennemie qui vit et prospère pendant que la cité assiégée dépérit. Euric ne participe pas personnellement au siège. Il reste à Toulouse ou à Bordeaux, gouvernant son royaume, négociant avec les Burgondes, les Francs, l'empereur d'Orient. Mais il a placé des commandants compétents à la tête des forces qui encerclent Clermont. Ces généraux ont des ordres clairs, pas d'assauts coûteux, pas de pertes inutiles. Simplement maintenir le blocus, couper tous les approvisionnements, laisser la faim faire le travail. La stratégie est implacable. Les Wisigoths patrouillent dans un rayon de plusieurs lieues autour de la ville, interceptant tous les convois de ravitaillement. Les paysans qui tentent d'apporter du grain aux assiégés sont capturés, leurs charrettes confisquées. Les troupeaux qui pourraient nourrir les habitants sont volés ou abattus. Les sources d'eau en dehors des murailles sont empoisonnées ou gardées. Même la chasse devient impossible, car les Wisigoths ont vidé les forêts environnantes de tout gibier. Clermont se transforme progressivement en prison à ciel ouvert. Au début du siège de 474, les habitants de Clermont ne s'inquiètent pas outre mesure. Ils ont déjà survécu à 3 sièges précédents. Ils connaissent la routine, ont constitué des réserves, savent rationner la nourriture. Les greniers de la ville contiennent encore du blé. Les caves abritent des tonneaux de vin et d'huile. Les citernes sont pleines d'eau de pluie. On peut tenir plusieurs mois avec de telles provisions, peut-être même jusqu'à l'hiver qui forcera les Wisigoths à lever le camp. Sidoine Apollinaire organise méticuleusement la distribution des vivres. Chaque famille reçoit sa ration quotidienne de grains, pesée au trébuchet pour éviter tout favoritisme. Les plus riches acceptent de partager leurs réserves privées, sachant que dans une ville assiégée, la solidarité n'est pas une vertu, mais une nécessité. Les boulangers travaillent jour et nuit pour transformer le grain en pain. L'évêque veille personnellement à ce que les pauvres, les veuves, les orphelins ne soient pas oubliés dans la distribution. Mais les semaines passent, et les Wisigoths ne lèvent pas le siège. Pire, ils renforcent leur position. De nouvelles troupes arrivent du sud, apportant des vivres frais, des armes neuves. Les assiégeants organisent même des jeux et des festins sous les murailles de Clermont, narguant les défenseurs affamés avec l'odeur de viande rôtie et de pain frais. C'est une guerre psychologique, destinée à briser le moral des assiégés avant de briser leur corps. Ecdicius tente plusieurs sorties nocturnes pour percer les lignes ennemies et chercher du ravitaillement.
Ces cavaliers se glissent hors de la ville par des portes dérobées, galopent à travers les lignes wisigothes, attaquent les convois de ravitaillement. Parfois, ils réussissent à ramener quelques sacs de grains, quelques moutons volés aux assiégeants. Mais les pertes sont lourdes. Chaque sortie coûte des hommes, des chevaux, des armes qu'on ne peut pas remplacer. Et les Wisigoths apprennent vite, renforcent leurs patrouilles, tendent des embuscades. Les sorties deviennent de plus en plus risquées, de moins en moins productives. À la fin du 2e mois de siège, les réserves de grains commencent à s'épuiser. Sidoine doit réduire les rations. Le pain devient plus rare, plus petit. Les riches se plaignent en privé, mais n'osent pas protester ouvertement, car ils savent que la colère du peuple pourrait se retourner contre eux. Les pauvres serrent les dents, habités à la frugalité. Mais les enfants pleurent de faim, et leurs pleurs résonnent dans les ruelles étroites de Clermont comme un présage funeste. Pendant que Clermont agonise lentement derrière ses murailles, qu'advient-il de l'Empire romain qui devrait la secourir? La réponse est aussi simple que désolante. L'Empire s'en fiche. En 474, Rome n'existe plus vraiment comme puissance politique. L'empereur Julius Népos, qui règne depuis Ravenne, contrôle à peine l'Italie. Il doit son trône à l'armée et aux généraux barbares qui font et défont les empereurs selon leur bon vouloir. Il n'a ni les troupes ni l'argent pour secourir une lointaine province gauloise. En 471, le prédécesseur de Népos, l'empereur Anthemius, avait bien tenté d'aider Clermont. Il avait envoyé son propre fils Antémiolus à la tête d'une armée pour repousser les Wisigoths. L'expédition s'était terminée en catastrophe. Euric avait écrasé l'armée romaine près d'Arles, massacrant Antémiolus et ses légions. Depuis ce désastre, plus aucun empereur n'ose défier militairement le roi wisigoth. Euric est devenu le véritable maître du sud de la Gaule, et Rome doit s'incliner devant cette réalité. Julius Népos comprend qu'il ne peut pas battre Euric par les armes. Alors il essaie la diplomatie. Il fait parvenir des lettres flatteuses au roi wisigoth, lui proposant un feudus, un traité d'alliance qui reconnaîtrait officiellement ses conquêtes en échange de la paix. Euric lit ses propositions avec un sourire carnassier. Il sait qu'il est en position de force. Pourquoi accepterait-il un compromis quand il peut tout prendre? Les négociations traînent pendant des mois. Des ambassadeurs romains voyagent entre Ravenne et Toulouse, portant des propositions de plus en plus généreuses. Euric fait durer les discussions, exigeant toujours plus de concessions. Il veut l'Auvergne, il veut la Provence, il veut la reconnaissance officielle de son indépendance. Et pendant que les diplomates palabrent, Clermont continue de mourir de faim. Sidoine Apollinaire écrit lettre sur lettre à l'empereur, aux évêques influents, aux sénateurs romains, à quiconque pourrait plaider la cause de l'Auvergne. Ces missives débordent d'éloquence et de désespoir. Ils rappellent les siècles de fidélité de l'Auvergne à Rome, les impôts payés, les soldats levés, le sang versé pour l'Empire. Ils supplient qu'on n'abandonne pas une province qui n'a jamais trahi. Ces lettres restent sans réponse ou pire, reçoivent des réponses évasives qui ne promettent rien. L'évêque de Clermont comprend progressivement l'horrible vérité. L'Empire est prêt à sacrifier l'Auvergne pour sauver d'autres territoires. Julius Népos négocie secrètement avec Euric un échange, l'Auvergne contre la Provence. Si les Wisigoths acceptent de se retirer de Provence et de laisser Marseille aux Romains, ils peuvent prendre Clermont. C'est un marchandage cynique, une tractation où des milliers de vies humaines servent de monnaie d'échange. En 474, pendant que Clermont subit son 4e siège, l'empereur fait même quelque chose d'apparemment bienveillant pour Aegdicius. Il le nomme Patrice et Magister Militum Presentalis, commandant suprême des armées. C'est un titre prestigieux, un honneur immense, mais c'est aussi un piège. En appelant Aegdicius à Ravenne pour occuper sa nouvelle fonction, Julius Népos retire de Clermont son meilleur défenseur, l'homme qui galvanise la résistance. Sans Aegdicius, la ville tombera plus facilement dans les mains d'Euric, facilitant ainsi l'accord que l'empereur négocie en secret. Au 3e mois de siège, la faim devient l'ennemi principal. Les réserves de grains sont épuisées. On a distribué les derniers sacs aux familles, en portions si petites qu'elles calment à peine l'estomac pour quelques heures. Les boulangers n'ont plus rien à cuire. Les habitants de Clermont doivent trouver d'autres sources de nourriture, n'importe lesquelles. On mange d'abord ce qu'on ne mangerait jamais en temps normal. Les herbes qui poussent entre les pierres des murailles, arrachées avec soin pour ne pas gaspiller une seule feuille. Les racines déterrées dans les jardins abandonnés, l'écorce des arbres, bouillie longuement pour la rendre moins amère. Les habitants deviennent experts en botanique de survie, apprenant à distinguer les plantes comestibles des toxiques, échangeant des recettes pour rendre mangeable ce qui ne l'est pas. Puis viennent les animaux domestiques. Les chiens et les chats,
Ces compagnons qui partageaient la vie des familles finissent dans les marmites. On les tue rapidement, on ne gaspille rien. On utilise chaque morceau de viande, chaque os qui peut donner un peu de bouillon. Les riches qui possédaient des chevaux les abattent, distribuant la viande à leurs voisins en échange de loyauté et de silence. Même les rats deviennent une source de protéines prisées. Les enfants les chassent dans les caves et les greniers, rapportant leur prise comme des trophées. Sidoine Apollinaire décrit plus tard ces horreurs dans ses lettres, avec des mots qui tentent de rendre l'inimaginable vivable. Il raconte comment les habitants grattent les pierres des murs pour en extraire le salpêtre et le mélanger à l'eau pour lui donner un goût moins fade. Comment ils mâchent du cuir bouilli pour tromper leur estomac vide. Comment les mères donnent leur ration aux enfants et prétendent avoir déjà mangé. La ville entière se transforme en un vaste théâtre de la survie, où chacun joue son rôle dans une tragédie qui semble ne jamais devoir finir. Les corps commencent à manifester les signes de la famine prolongée. Les visages deviennent émaciés, les joues creuses, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Les enfants développent des ventres gonflés, signe terrible de malnutrition sévère. Les adultes perdent leurs dents, leurs cheveux, leur force. Monter les escaliers devient une épreuve. Porter un seau d'eau épuise pour la journée. Les gens marchent lentement, économisant chaque once d'énergie, sachant qu'ils n'ont aucun moyen de la reconstituer. Les maladies suivent inévitablement. La dysenterie se répand, causée par l'eau contaminée et les aliments avariés que les gens mangent par désespoir. Les malades s'affaiblissent encore plus vite, perdant les dernières réserves de leur corps. Le scorbut fait son apparition, faute de fruits et de légumes frais. Les gencives saignent, les plaies ne guérissent plus. La fièvre emporte les plus fragiles, les vieillards et les nourrissons qui n'ont plus la force de lutter. Ecdicius tente de maintenir l'ordre, mais la tâche devient de plus en plus difficile. Ces hommes patrouillent dans les rues, empêchant les vols de nourriture, réprimant les bagarres qui éclatent pour quelques miettes de pain. Mais ces soldats ont faim, eux aussi. Leur discipline s'effrite progressivement. Certains désertent, préférant tenter leur chance en se rendant aux Wisigoths plutôt que de mourir lentement derrière les murailles. Les tensions sociales explosent. Les pauvres accusent les riches de cacher de la nourriture, de se goinfrer en secret pendant que le peuple meurt de faim. Des émeutes éclatent devant les demeures des aristocrates. Ecdicius doit intervenir avec ses derniers hommes valides pour disperser les émeutiers. Il promet des enquêtes, des perquisitions pour s'assurer que personne n'accumule de provisions illégales. Ces promesses calment temporairement la colère, mais chacun sait qu'elles ne remplissent pas les estomacs. Pendant que Clermont se consume de l'intérieur, les Wisigoths intensifient leur guerre psychologique. Chaque jour, ils font défiler sous les murailles des charrettes chargées de nourriture. Du pain frais, de la viande fumée, des tonneaux de vin. Les odeurs montent jusqu'à la ville affamée, torturant les défenseurs qui regardent depuis les remparts. Les soldats Wisigoths crient aux assiégés qu'il suffirait d'ouvrir les portes pour que tout cela leur appartienne. Un peu de pragmatisme, un peu de bon sens, et la souffrance prendrait fin. Euric fait également circuler des rumeurs. Des messagers Wisigoths, souvent des Gallo-Romains au service du roi, s'approchent des murailles sous bannière blanche. Ils annoncent que l'empereur a abandonné Clermont, qu'aucun secours ne viendra, que la résistance est inutile. Ils promettent un traitement clément si la ville se rend maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ils jurent qu'Euric respectera les biens et les vies des habitants, qu'il n'y aura ni massacre ni pillage. Il suffit d'ouvrir les portes et de reconnaître la souveraineté wisigothique. Sidoine Apollinaire contre ces manœuvres comme il peut. Il organise des sermons enflammés où il rappelle aux fidèles leur devoir chrétien de résister aux Ariens. Car Euric n'est pas seulement un envahisseur barbare, c'est aussi un hérétique. Les Wisigoths pratiquent l'arianisme, cette doctrine que l'Église catholique a condamnée au concile de Nicée en 325. Se rendre à Euric, c'est trahir la vraie foi, livrer les églises aux hérétiques, permettre la corruption du christianisme en Auvergne. L'évêque transforme la résistance militaire en croisade religieuse. Il célèbre des messes quotidiennes où des milliers d'habitants affamés viennent prier pour la délivrance. Il introduit les rogations, ces processions où l'on implore la protection divine contre les calamités. Pendant 3 jours chaque semaine, la population de Clermont défile dans les rues, psalmodiant des prières, portant des reliques de saints, implorant Dieu d'intervenir contre les hérétiques qui assiègent la ville. Ces cérémonies remplissent plusieurs fonctions. Elles maintiennent le moral en donnant un sens religieux à la souffrance. Elles rappellent aux habitants qu'ils ne luttent pas seulement pour l'Empire romain, mais pour la vraie foi contre l'hérésie. Et surtout, elles créent un sentiment de communauté, l'impression que tous partagent le même combat,
les mêmes épreuves, le même destin. Dans une ville au bord de l'implosion sociale, cette cohésion spirituelle devient la dernière ligne de défense. Mais la religion ne nourrit pas les ventres vides. Et malgré toute l'éloquence de Sidoine, malgré toutes les prières et les processions, les habitants de Clermont continuent de mourir de faim. Les cimetières se remplissent et bientôt il n'y a plus assez de fossoyeurs valides pour creuser les tombes. Les corps s'accumulent, devenant eux-mêmes un danger sanitaire. Au 4e mois de siège, une terrible tentation commence à germer dans les esprits les plus désespérés, le cannibalisme. Les rumeurs circulent de maisons où des cadavres ont disparu, de familles qui semblent étrangement moins affamées que les autres. Personne n'ose en parler ouvertement, mais les regards deviennent méfiants, soupçonneux. Ecdicius ordonne des patrouilles nocturnes renforcées, non plus seulement pour empêcher les désertions, mais pour prévenir des crimes encore plus terribles. Au milieu de ce cauchemar, arrive la nouvelle qui va briser définitivement le moral de Clermont. Un messager impérial parvient à pénétrer dans la ville portant un sceau officiel de Ravenne. L'empereur Julius Nepos convoque Ecdicius en Italie pour qu'il prenne ses nouvelles fonctions de magister militum praesentalis. C'est un ordre, pas une demande. Le fils d'Avitus doit partir immédiatement. Ecdicius comprend immédiatement la manœuvre. L'empereur ne veut pas vraiment de ses services militaires. Il veut simplement le retirer de Clermont pour faciliter la capitulation de la ville. Sans son principal défenseur, sans celui qui galvanise les troupes et organise la résistance, Clermont tombera en quelques semaines. Julius Nepos pourra alors céder l'Auvergne à Euric en échange de la Provence, et tout le monde sera content, sauf les habitants de Clermont qui auront été sacrifiés sur l'autel de la diplomatie impériale. Le patricien Arverne se trouve face à un dilemme déchirant. S'il refuse l'ordre impérial, il devient un rebelle, un traître à l'Empire qu'il a juré de servir. Toute sa vie, il s'est défini comme un citoyen romain loyal, prêt à tout sacrifier pour Rome. Comment pourrait-il maintenant désobéir à un ordre direct de l'empereur? Mais s'il obéit, il abandonne les gens qu'il a promis de protéger. Il laisse Clermont à la merci des Wisigoths, condamne des milliers de personnes à la conquête ou à la mort. Pendant plusieurs jours, Ecdicius se débat avec cette décision impossible. Il consulte Sidoine Apollinaire, qui lui dit que l'obéissance à l'empereur est un devoir sacré. Il parle à ses officiers, qui le supplient de rester, car sans lui, la résistance s'effondrera. Il observe les habitants affamés de Clermont, ses hommes, ses femmes, ses enfants qui comptent sur lui pour les sauver. Finalement, il choisit l'obéissance. Peut-être espère-t-il qu'une fois à Ravenne, avec le titre prestigieux de commandant suprême, il pourra convaincre l'empereur d'envoyer des renforts. Peut-être pense-t-il que sa désobéissance ne ferait qu'empirer les choses, qu'un ordre de rappel se transformerait en ordre d'arrestation. Ou peut-être, tout simplement, il est trop fidèle à l'idée de Rome pour se révolter, même quand Rome le trahit. Son départ est un moment déchirant. Les habitants de Clermont se rassemblent pour le voir partir, beaucoup pleurant ouvertement. Ecdicius leur promet qu'il reviendra avec des troupes, qu'il les sauvera, qu'il n'abandonne pas la lutte. Mais ces paroles sonnent creuses, et tout le monde sent qu'elles sont fausses. Les Wisigoths ont accepté de lui laisser un passage sûr pour quitter la ville, preuve supplémentaire que son départ a été négocié au plus haut niveau. Quand Ecdicius franchit les portes de Clermont et disparaît sur la route de l'Est, une partie de l'âme de la ville s'en va avec lui. Le dernier grand défenseur de la civilisation romaine en Auvergne a capitulé devant les réalités politiques. Ceux qui restent savent qu'ils sont condamnés. Ce n'est plus qu'une question de temps. Au 5e mois de siège, l'horreur devient insupportable. Les morts s'accumulent plus vite qu'on ne peut les enterrer. Des enfants orphelins errent dans les rues, trop faibles pour pleurer. Des vieillards s'effondrent dans les ruelles et personne n'a la force de les relever. La ville entière ressemble à un cimetière à ciel ouvert où quelques fantômes continuent de marcher par habitude. C'est alors qu'arrive la nouvelle finale. Un émissaire impérial pénètre dans la ville, portant le traité signé entre Julius Nepos et Euric. L'empereur a officiellement cédé l'Auvergne au royaume wisigoth en échange de la Provence. Clermont n'appartient plus à l'Empire romain. Les habitants ont été vendus comme du bétail, leur loyauté méprisée, leur sacrifice ignoré. Sidoine Apollinaire lit le document avec des mains tremblantes. Il ne peut pas y croire. Après 4 années de résistance héroïque, après avoir refusé toutes les offres de reddition, après avoir enduré la faim, la maladie, la mort, voilà comment Rome les récompense, en les abandonnant purement et simplement, en signant un traité qui efface d'un trait de plume leur existence en tant que citoyens romains. L'évêque de Clermont écrit immédiatement à Graécus, l'évêque de Marseille, qui a participé aux négociations. Sa lettre est un cri de douleur et de rage.
peut-être le texte le plus émouvant qu'il ait jamais composé. Il demande comment Rome peut trahir ainsi ceux qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout. Il rappelle les années de siège, les privations endurées, les vies sacrifiées. Et pourquoi? Pour être livré aux barbares comme monnaie d'échange dans un marchandage diplomatique. Sidoine écrit « Voilà ce qu'il nous vaut d'avoir bravé la faim, le fer et la peste. C'est pour cette paix brillante que nous avons arraché les herbes sauvages aux fentes des murailles, que nous avons usé nos corps par les jeûnes et les combats. Rougissez au nom du ciel de ce traité qui n'est ni glorieux ni utile. Si vous ne pouvez empêcher le malheur, gardez au moins vos illusions pour vous, et ne vous efforcez pas de nous persuader que nous devons nous réjouir d'être malheureux. Mais ces mots vengeurs ne changent rien. Le traité est signé, scellé, irrévocable. L'Auvergne appartient désormais juridiquement au royaume wisigoth. Les habitants de Clermont ont le choix entre se rendre pacifiquement ou continuer une résistance désormais totalement illégitime, une rébellion non plus contre des envahisseurs barbares, mais contre leur nouveau souverain légal. Dans les rues de Clermont, la nouvelle déclenche des réactions contradictoires. Certains pleurent de rage et de désespoir, se sentant trahis par l'empire qu'ils ont servi toute leur vie. D'autres ressentent presque du soulagement. Au moins, la souffrance va prendre fin. Ils pourront ouvrir les portes, recevoir de la nourriture, voir leurs enfants manger à nouveau. Peu importe qui gouverne tant que la faim cesse. Un petit groupe, les plus acharnés, propose de continuer la résistance malgré tout. Qu'importe ce que dit l'empereur, qu'importe les traités signés à des centaines de lieues de là, Clermont est leur ville, leur terre, leur patrie. Ils préféreraient mourir libres que vivre soumis aux barbares ariens. Mais ces voix deviennent de plus en plus isolées, de plus en plus faibles. La ville n'a plus ni la force ni la volonté de poursuivre un combat devenu absurde. Les négociations pour la reddition commencent dans une atmosphère irréelle. Des émissaires wisigoths pénètrent dans Clermont, escortés par des gardes qui veillent à ce qu'on ne les maltraite pas. Ils rencontrent Sidoine Apollinaire et les notables de la ville pour discuter des conditions de la capitulation. Les wisigoths se montrent étonnamment généreux, sachant qu'ils ont déjà gagné. Euric promet qu'il n'y aura ni massacre ni pillage. Les biens des habitants seront respectés, leur vie préservée. L'Église catholique pourra continuer ses activités, même si le roi est arien. Les lois romaines resteront en vigueur pour la population gallo-romaine, parallèlement aux lois wisigothiques pour les Goths. C'est une conquête douce, presque veloutée, destinée à transformer des ennemis vaincus en sujets loyaux. Sidoine négocie ce qu'il peut. Il exige des garanties écrites concernant la protection des églises, la liberté de culte catholique, le maintien des structures administratives existantes. Les émissaires acceptent presque toutes ces demandes. Pourquoi pas? Ils ont la ville de toute façon. Accorder quelques concessions ne coûte rien et facilite la transition. Le jour de la reddition officielle, les portes de Clermont s'ouvrent pour la première fois en 5 mois. Les habitants se rassemblent dans les rues, beaucoup trop faibles pour se tenir debout longtemps. Ils regardent entrer les guerriers wisigoths, ces géants blonds et roux qu'ils ont combattus pendant 4 ans. Les soldats goths observent avec une sorte de respect horrifié l'état des assiégés. Ces squelettes vivants qui les regardent avec des yeux enfoncés, ces enfants au ventre gonflé, ces vieillards qui s'effondrent dans les ruelles. Contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, les wisigoths se comportent correctement. Ils ne pillent pas, ne violent pas, ne massacrent pas. Ils distribuent même de la nourriture aux plus affamés, sachant qu'il faut nourrir ces gens progressivement pour éviter qu'ils ne meurent d'indigestion après des mois de famine. Les premiers jours de l'occupation sont presque surréalistes, un mélange étrange de soulagement et d'humiliation. Euric nomme comme gouverneur de Clermont un aristocrate gallo-romain passé à son service, Victorius. Ce choix est habile. En plaçant un Romain à la tête de la ville, le roi wisigoth montre qu'il ne vient pas détruire la civilisation romaine, mais simplement la gouverner. Victorius connaît les coutumes locales, parle latin, comprend les subtilités de l'administration municipale. Il peut servir de pont entre les nouveaux maîtres goths et la population gallo-romaine. Sidoine Apollinaire, l'évêque qui a organisé la résistance pendant 4 ans, se retrouve dans une position délicate. Techniquement, il est un ennemi vaincu qui a combattu le roi. Euric pourrait le faire exécuter ou au minimum l'emprisonner. Mais le roi wisigoth est plus subtil. Il fait arrêter Sidoine et l'exile à Carcassonne, loin de son diocèse, mais vivant. C'est une prison dorée, où l'ancien évêque peut écrire ses lettres élégiaques sur la chute de la civilisation romaine, mais où il ne peut plus nuire. Victorius, le nouveau gouverneur, intercède d'ailleurs en faveur de Sidoine auprès d'Euric. Les deux hommes étaient amis autrefois, avant que la guerre ne les place dans des camps opposés.
Cette amitié personnelle adoucit le sort de l'évêque exilé. 2 ans plus tard, en 477, Euric permettra même à Sidoine de revenir à Clermont, reprendre ses fonctions épiscopales. Le roi comprend que la réconciliation nécessite des gestes de clémence et que persécuter un évêque populaire ne ferait que créer des martyrs. Egdicius, le grand défenseur de Clermont, disparaît presque complètement des sources historiques après son départ de la ville. On sait qu'il a bien rejoint Ravenne et occupé temporairement le poste de magister militum praesentalis. Mais il a été rapidement remplacé par Flavius Oreste, qui utilisera l'armée romaine pour renverser Julius Nepos et placer son propre fils Romulus Augustule sur le trône. En 476, 2 ans après la chute de Clermont, Odoacre dépose ce dernier empereur fantoche. L'Empire romain d'Occident cesse officiellement d'exister. Une lettre de Sidoine Apollinaire, écrite après la chute de Clermont, suggère qu'il a supplié son beau-frère de revenir en Auvergne. L'évêque implore Egdicius de ne pas abandonner définitivement sa patrie, de rentrer même si l'Auvergne appartient désormais aux Wisigoths. Mais on ne sait pas si cette lettre a jamais été envoyée, ni si Egdicius l'a reçue. Le silence des sources historiques laisse penser qu'il est resté en Italie, peut-être auprès des Burgondes qui lui offrèrent refuge. Certains historiens pensent qu'Egdicius pourrait être l'homme mentionné dans une lettre de Cassiodore en 507, qui parle des fils d'un certain Egdicius désirant retourner en Gaule après la bataille de Vouillé. Si c'est bien lui, cela signifierait qu'il a survécu jusqu'au début du VIe siècle, qu'il s'est marié, qu'il a eu des descendants. Mais même cette identification reste incertaine. Le grand héros de la résistance de Clermont s'évanouit dans l'obscurité historique, comme tant d'autres figures de cette époque trouble. Sidoine Apollinaire eut un destin plus documenté. Après son exil à Carcassonne, il fut autorisé à rentrer à Clermont en 477. Il reprit ses fonctions d'évêque et s'adapta tant bien que mal à la nouvelle réalité wisigothique. Il consacra ses dernières années à rassembler et publier ses lettres, créant ainsi l'une des sources les plus précieuses sur la fin de l'Empire romain en Gaule. Il mourut vers 486 ou 489, âgé d'environ 56 ans, épuisé par les épreuves qu'il avait endurées. L'Église le reconnut rapidement comme saint, un honneur qu'il aurait probablement trouvé ironique. Sidoine n'était pas un mystique, pas un théologien profond, pas un ascète. C'était un aristocrate romain qui aimait les plaisirs de la vie, les bons vins, les conversations spirituelles, les vers élégants. Il était devenu évêque presque par accident, poussé par les circonstances plutôt que par vocation. Mais quand le devoir l'avait appelé, il avait répondu avec courage et détermination. C'était déjà suffisant pour en faire un saint aux yeux de ceux qui avaient survécu au siège. Euric régna encore 10 ans après la chute de Clermont. Il transforma son royaume en une véritable puissance organisée, promulguant des lois, nommant des évêques ariens, étendant ses conquêtes jusqu'aux Alpes. À sa mort en 484, le royaume wisigoth s'étendait de la Loire à Gibraltar, de l'Atlantique à la vallée du Rhône. C'était le plus vaste État d'Europe occidentale, une création impressionnante pour un roi qui avait commencé son règne en assassinant son propre frère. Son fils Alaric II lui succéda et tenta de poursuivre sa politique, mais avec moins de succès. La conversion de Clovis au catholicisme changea la donne politique. Les évêques gallo-romains, qui avaient dû composer avec les rois ariens wisigoths, commencèrent à voir dans le roi franc un libérateur potentiel. En 507, à la bataille de Vouillé, Clovis écrasa l'armée wisigothique et tua Alaric II. Les Wisigoths furent repoussés en Espagne, ne conservant en Gaule que la Septimanie autour de Narbonne. Clermont et l'Auvergne devinrent franques, échangeant simplement un maître barbare contre un autre. Alors, que reste-t-il du siège de Clermont de 474 ? Pourquoi ce drame, qui mobilisa pendant 4 ans toute l'énergie d'une ville courageuse, est-il aujourd'hui si peu connu ? Pourquoi cette résistance héroïque n'a-t-elle pas laissé plus de traces dans la mémoire collective ? La réponse tient peut-être au fait que Clermont était un combat d'arrière-garde, une lutte pour préserver un monde déjà mort. L'Empire romain d'Occident était condamné bien avant que les Wisigoths n'assiègent la ville. Les forces historiques, qui poussaient vers la création de nouveaux royaumes barbares, étaient irrésistibles. Euric représentait l'avenir, aussi brutal soit-il, tandis que Sidoine et Egdicius défendaient un passé révolu. Mais ce serait une erreur de considérer le siège de Clermont comme une simple anecdote dans l'effondrement de Rome. Ce qui s'est joué derrière ces murailles en 474 dépassait largement le destin d'une petite ville d'Auvergne,
C'était un combat entre deux visions du monde, deux conceptions de la civilisation, deux manières d'être humain. Pour les défenseurs de Clermont, se rendre aux Wisigoths signifiait renoncer à tout ce qui faisait leur identité. Ils n'étaient pas simplement des habitants d'une province éloignée. Ils étaient des citoyens romains, héritiers de 15 siècles de civilisation, gardiens d'une culture qui avait produit Cicéron et Virgile, César et Auguste. Accepter la domination barbare, même d'un barbare romanisé comme Euric, c'était trahir leurs ancêtres, abandonner leurs valeurs, renier ce qu'ils étaient fondamentalement. Cette fidélité peut sembler aveugle, voire stupide. Après tout, l'Empire les avait abandonnés. Julius Nepos les avait vendus sans scrupule pour obtenir un avantage diplomatique temporaire. Pourquoi aurait-il dû continuer à se sacrifier pour un État qui se fichait d'eux? Mais la loyauté ne se mesure pas à l'aune de la réciprocité. Les habitants de Clermont ne défendaient pas l'empereur Julius Nepos, qui ne méritait pas leur sacrifice. Ils défendaient une idée de Rome, un concept abstrait de civilisation et de légitimité, quelque chose qui transcendait les vicissitudes politiques du moment. Du côté wisigoth, Euric représentait une nouvelle manière de concevoir le pouvoir en Occident. Il n'était pas un barbare sauvage venant détruire la civilisation. C'était un roi qui avait grandi dans l'Empire, qui parlait latin, qui admirait la culture romaine, même s'il ne la comprenait pas toujours complètement. Il voulait préserver l'administration romaine, les lois romaines, l'infrastructure romaine. Simplement, il voulait les gouverner lui-même plutôt que de rester un client soumis de Ravenne. Le royaume wisigoth d'Euric représentait l'avenir de l'Europe. Des États post-romains gouvernés par des élites germaniques, mais fonctionnant avec des structures administratives et légales héritées de Rome. Cette synthèse entre tradition barbare et héritage romain allait définir le Moyen-Âge. Les royaumes francs, lombards, burgondais suivraient tous ce modèle établi d'abord par les Wisigoths. Le siège de Clermont se situe exactement au point de basculement entre ces deux mondes. C'est le moment où l'ancien ordre romain, agonisant mais toujours vivant, affronte le nouvel ordre barbare, encore incertain, mais déjà puissant. Pendant 5 mois terribles, derrière les murailles d'une petite ville d'Auvergne, deux conceptions de la civilisation s'affrontèrent. L'issue était prévisible dès le début, mais cela n'enlève rien au courage de ceux qui refusèrent de capituler sans combattre. Les habitants de Clermont qui moururent de faim pendant le siège de 474 ne savaient pas qu'ils participaient à un moment historique. Ils ne philosophaient pas sur la fin de l'Empire ou la naissance du Moyen-Âge. Ils avaient simplement froid, faim, peur. Ils regardèrent leurs enfants dépérir et se demandaient pourquoi ils devaient continuer à souffrir. Mais jour après jour, ils choisissaient de ne pas ouvrir les portes. Jour après jour, ils choisissaient de rester fidèles à ce qui leur semblait juste, même si cette fidélité les tuait. Cette obstination face à l'inévitable, ce refus de l'évidence, cette loyauté envers un idéal plutôt qu'envers un calcul rationnel, voilà peut-être ce qui rend le siège de Clermont digne d'être rappelé. Non pas parce que les assiégés avaient raison, l'histoire a donné raison à Euric et aux royaumes barbares qui ont émergé des ruines de Rome, mais parce qu'ils ont montré que l'humanité ne se réduit pas à la survie biologique ou à l'adaptation pragmatique aux circonstances. Quand Sidoine Apollinaire écrivit ses dernières lettres depuis Clermont assiégé, il savait que personne ne viendrait les sauver. Quand Ecdicius organisa sa dernière sortie contre les lignes wisigoths, il savait que cela ne changerait rien au résultat final. Quand les mères de Clermont donnèrent leur ration de pain à leurs enfants, elles savaient que cela ne les sauverait probablement pas. Mais ils l'ont fait quand même, parce que c'était la chose honorable à faire. Parce que renoncer aurait signifié renoncer à ce qui les rendait humains. Au bout du compte, Clermont est tombé. Les Wisigoths ont occupé l'Auvergne. Le monde romain a continué de s'effondrer jusqu'à sa disparition définitive en 476. Les barbares ont triomphé partout. Mais pendant 5 mois, en 474, derrière les murailles d'une ville affamée, quelques milliers d'hommes et de femmes ont prouvé que la défaite n'efface pas l'honneur. Que perdre une bataille ne signifie pas trahir ses valeurs. Que même dans la défaite la plus totale, la plus inévitable, il reste possible de choisir comment on tombe. C'est cette leçon, plus que les détails tactiques du siège ou les intrigues diplomatiques qui l'ont accompagné, qui mérite d'être rappelée. Dans un monde qui valorise surtout le succès et la victoire, l'histoire de Clermont nous rappelle qu'il existe une noblesse dans la résistance obstinée face à l'impossible. Que parfois, ce qui compte n'est pas de gagner, mais de refuser de se rendre même quand tout est perdu. Les derniers Gallo-Romains de Clermont sont morts ou ont été vaincus. Leur monde a disparu.
mais leur exemple reste gravé dans les lettres de Sidoine Apollinaire, préservé dans les chroniques qui racontent leur résistance. 15 siècles plus tard, nous pouvons encore entendre leur message. Certaines batailles doivent être livrées, même si elles ne peuvent pas être gagnées, parce que ne pas les livrer signifierait perdre quelque chose de plus important que la victoire, notre humanité même.